Nous allons nous rencontrer une deuxième journée. Bonjour, bienvenue à ces rencontres donc pour la deuxième journée. Donc bonjour à tous ceux qui sont ici et ceux qui sont en distanciel. Le dispositif de ce matin est à peu près analogue à celui d'hier. J'annonce d'emblée qu'une de nos intervenantes sera en distanciel, mais vous allez voir que ça fonctionne très bien. Youssef Boudjemai, je suis délégué régional des CNES et des Hauts-de-France. Voilà. Allez-y, prenez un micro. Et bien moi, c'est Salomé Soltan Branger. Je suis étudiante à la RIFT en 3e année d'assistante de service social. Bonjour, Régis Robin. Je suis formateur à la RIFT depuis 21 ans. Avant, j'étais assistant social en psychiatrie adulte pendant 11 ans. Et j'ai un doctorat en géographie sociale et humaine. Et bonjour, David Niget, enseignant-chercheur en histoire contemporaine ici à l'Université d'Angers. Ravi d'être ici. Je travaille moi sur la délinquance des mineurs et en particulier celle des filles. Très bien. Bonjour Martine, à distance. Donc moi je suis Martine Trapon, membre de la délégation Bretagne. J'ai été successivement assistante sociale pendant 20 ans, ensuite cadre pédagogique à l'école normale sociale, puis directrice de l'école normale sociale. Et je dois dire aussi quelque chose qui m'importe énormément. J'ai été présidente de la Fédération des centres sociaux de Paris pendant 10 ans, qui a été une fonction bénévole très importante pour moi. Voilà. Deux apprentis, vous allez vous présenter. Dans quelle institution vous êtes? Donc, Valentin Leroux, je suis en 3e année en tant qu'éducateur spécialisé à l'ITS de Chartres et je travaille dans un service de prévention spécialisé sur l'équipe de Vendôme. Héloïse Joland, donc je suis en 3e année également de formation d'éducatrice spécialisée à l'Institut du travail social de Tours et je suis également en apprentissage à la CESM sur un quartier prioritaire de la ville à Blois, donc en prévention spécialisée. Bien, je vous invite à commencer cette intervention. Je me permets de vous préciser que quelques soucis au niveau de mon allocution, donc qui va m'obliger à parler avec une voix monocorde et à réduire mon texte pour vous soulager tout simplement de cette inconvenance. N'y faites pas attention et merci pour votre compréhension. Ma camarade Martine, je dis camarade, j'aime bien ce mot camarade. Faut le réhabiliter. Pour ce travail, nous avons d'abord croisé les 3 termes qui sont contenus dans l'intitulé de ces rencontres, représentation, jeunesse et travail social. À partir de cette articulation, nous émettons quelques idées qui vont traverser notre intervention. La première, c'est d'abord que la représentation de la jeunesse, au cours de ces décennies, puisqu'il s'agit d'une période qui va de 1990 à aujourd'hui, les représentations de la jeunesse sont avant tout produites par les politiques publiques. Les situations des jeunes au cours de ces décennies sont identifiées, organisées, hiérarchisées par les politiques publiques dans un processus de catégorisation. Le travail social, deuxième idée, n'est en définitive que le vecteur de ces représentations produites donc par les politiques publiques. Cependant, ça va être la partie où
ma camarade va intervenir, Martine va intervenir. Cependant, au cours de ces décennies, une partie du travail social a réussi à maintenir une position critique à l'égard de ces politiques publiques et à essayer d'ouvrir des espaces à l'intérieur desquels s'exprime une autre type de représentation, une évolution de ces représentations. Pour ce faire, nous en avons choisi de deux axes. Une sur les pratiques liées à l'accès au droit, qui sont apparues au début des années 90, permettant de poser une représentation de l'enfant, de l'adolescent, du jeune en tant que sujet de droit, donc à partir des pratiques qui seront issues de ces expériences. Le deuxième axe, c'est tout ce qui touche autour de la valorisation de l'écoute, de la parole, de la singularité de cette parole des jeunes, dans une invitation à travailler sur la subjectivisation, c'est-à-dire le croisement des représentations sociales et de la subjectivation sociale. Donc, ce qui fait que, troisième idée, c'est que, au bout du compte, à l'issue de l'examen de ces décennies, il apparaît que les représentations des jeunes est à la fois éclatée, segmentée, ambiguë, contradictoire, oscillant à la fois sur la volonté de prévenir, de protéger, mais aussi de punir, et avec des logiques de plus en plus accentuées au niveau de la judiciarisation de la jeunesse et aussi de la sanitarisation de cette jeunesse. C'est-à-dire toujours avec cette idée, oui, on les écoute, mais en même temps, ça demeure quand même, la jeunesse est quand même, ou l'adolescence est une maladie. Hein, c'est ce qui, voilà. Donc c'est ce qu'on a essayé un petit peu de vous partager, de vous faire partager un peu nos propos. Il va sans dire que bien évidemment la jeunesse dont il est question dans nos propos, c'est la jeunesse qui est liée aux politiques publiques et qui a affaire au travail social. C'est le troisième élément. Nous n'avons pas abordé un certain nombre de thématiques. Je pense à la question du genre, sur laquelle David Niger reviendra, tout simplement parce que quand on regarde attentivement, et j'en ai fait l'expérience quand cette année, en avril, nous avons organisé une journée d'études dans les Hauts-de-France sur la question du côté des filles avec Véronique Blanchard qui est parmi nous. On a fait le constat que finalement, il y a peu de discours, il y a peu d'écrits qui sont produits sur ces questions-là. Alors, il y a des études qui commencent à... Voilà. Mais je pense que David Niger en parlera. Nous n'avons pas non plus abordé tout ce qui tourne autour de la représentation liée aux sexualités au pluriel. Là aussi, peut-être comme ça, de tabou. Voilà. Voilà. Et troisième point que nous n'avons pas non plus aussi abordé, c'est tout ce qui est relatif à la parentalité comme catégorie d'action publique, dans la mesure où là, par contre, il y a une très grande littérature sur voilà. Mais pour autant, c'est davantage centré sur la relation parent et de l'enfant, à l'intérieur de laquelle, là aussi, nous n'avons pas beaucoup trouvé matière à dire ce qu'il en était dans cette relation d'une représentation de l'enfant. À tort ou à raison, mais voilà, c'est une façon d'ouvrir le débat. Donc nos interventions vont être un peu comme ça, impressionnistes, ponctuelles, sous forme comme ça d'images, sans trop les développer, justement pour permettre aux discutants de rebondir et à vous également d'apporter cette contribution qui sera la vôtre. Alors, premier temps, donc, les représentations sociales. Pour ce faire, on s'est limité à une approche très académique, celle qui est couramment admise en travail social, celle qui est souvent citée, celle de la psychosociologue Denis Jollet, qui dit que une représentation sociale est une forme de connaissance socialement élaborée, partagée, qui a une visée pratique et qui concourt effectivement à la construction d'une réalité commune, à un ensemble social. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, les représentations sociales ne sont pas un filtre de la réalité et tout au plus, elles fonctionnent comme un cadre d'interprétation de la réalité qui organise les rapports entre les individus et leur environnement. Ça veut dire d'une certaine manière donc, les représentations sociales ont à voir du côté de l'image, des opinions, des attitudes, des préjugés, des stéréotypes. Donc ça veut dire que les représentations sociales, il faut les aborder dans une logique de pluralité et de signification.
La littérature académique incite sur les critères obligatoires pour situer les représentations. C'est d'abord donc une réelle problématique en raison de sa complexité à entendre au sens que une réalité qui peut se comprendre à plusieurs niveaux, hein, et qu'il faut tisser, articuler ces plusieurs niveaux pour aboutir à son caractère complexe. Ensuite, la représentation, c'est un acte collectif, hein, et qu'il ne relève pas effectivement d'un acte individuel, et que la représentation sociale, comme critère obligatoire, doit être partagée à l'intérieur d'un groupe, tout en laissant un espace de doute, d'interrogation, ce qui permet donc d'une certaine manière d'avoir un rapport. Voilà. Les représentations professionnelles, eh bien effectivement, elles sont constituées d'actions, de connaissances, d'expériences professionnelles partagées par un groupe d'une même profession et participant à la formation, à l'identité et à l'histoire de ce groupe, et en l'occurrence celui des travailleurs sociaux. Le groupe professionnel, c'est celui qui est lié à la commande de cette journée, c'est-à-dire les groupes professionnels sont les travailleurs sociaux. Dans nos propos, à Martine et à moi, travailleurs sociaux, nous l'utilisons dans une acceptation générique, pas uniquement limitée aux éducateurs, éducatrices, aux assistants de service, mais globalement aux différents professionnels qui interviennent dans le champ de la profession. Voilà. Enfin, avant-dernier terme, le travail social. Là aussi, nous avons fait les choses simplement. Nous avons eu recours à la définition liée au décret de 2017 sur le travail social. Et vous savez qu'il y a plusieurs définitions du travail social, mais ce décret étant codifié dans le Code de l'action sociale des familles, je vais vous le lire parce qu'un certain nombre de termes, on va les retrouver dans notre intervention. Hein. Le travail social, donc, comme un ensemble de modalités d'intervention permettant, et là je cite le Code de l'action sociale et des familles, l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté, dans un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de protection et de participation des personnes. Le travail social contribue à promouvoir par des approches individuelles et collectives le changement social, le développement social et la cohésion de la société. Vous voyez, vaste programme, extrêmement large, etc. Donc, cette définition nous dit quand même, c'est qu'un cercle, le travail social, a un objet commun, mais pour autant, il renvoie à une pluralité des publics auxquels il a affaire, à une diversité des professionnels et des pratiques. Bon, mais nous, on se limitera bien évidemment à cet aspect générique. Nous voudrions, Martine et moi, souligner aussi un élément essentiel pour le travail social, qu'on ne met pas souvent en avant, c'est que le travail social renvoie quand même à un social lié à une activité langagière. De par son discours discursif, le travail social, de par les relations de désignation par lesquelles se construisent les représentations des populations, le travail social est aussi, d'une certaine manière, participe aussi de ces représentations et pose des actes d'interprétation des réalités qui courent celles des personnes auxquelles il a affaire. Quant à la jeunesse, écoutez, beaucoup de choses ont été dites hier. Nous nous tiendrons tout simplement à dire que pour nous retenons cette idée qui nous a servi pour notre travail. La jeunesse, c'est une catégorie sociale au découpage institué en fonction des perceptions et des réalités sociales qui l'entourent. Donc ça veut dire cette idée de mouvement en fonction des enjeux sociaux. Deuxième point, nous avons ensuite essayé de donner quelques points de repère sur la situation des jeunes dans cette période. Parce que c'est à partir, encore une fois, de ces situations que les processus de catégorisation des politiques publiques vont avoir lieu. Les situations de ces jeunes, certaines, on les a vues. Elles ont été énoncées hier. Hein. Donc, dans cette période, elles sont reconduites peut-être avec une aggravation. C'est pas peut-être, c'est même certain, avec une aggravation. Hein. Je pense notamment à tout ce qui relève des inégalités sociales et économiques, qui vont se traduire par des inégalités scolaires, hein, avec l'apparition d'une nouvelle catégorie, les décrocheurs scolaires. Hein. On balaie le terme échec scolaire
au détriment de celui des décrocheurs scolaires. Dans le débat, on peut revenir à la raison de ce glissement. Voilà. Ensuite, dans le domaine de la santé, et particulièrement de la santé mentale, eh bien, ça va se caractériser par de nouvelles figures, la fragilité, accentuation des troubles psychosomatiques, détresse psychique, prolifération des conduites à risque, conduites polyaddictives, et aussi un autre élément dont on ne parle pas beaucoup, et pourtant il y a eu des programmes politiques publics, c'est le suicide des jeunes. Le suicide des jeunes au cours de ces décennies est quand même assez important. Donc le suicide comme cause de mortalité. Et parmi ces causes de mortalité, 50% des décès chez les jeunes sont liés à la question de la sexualité. Et en particulier les jeunes homosexuels et les jeunes lesbiennes, pour qui la difficulté à vivre cette sexualité, leur dépression, leur entourage, etc., ou d'une forme voilà, les amène effectivement à ce passage à l'acte dramatique irréversible. Dans le domaine du handicap, même s'il y a eu des avancées, en particulier seule la loi de 2005, il n'en demeure pas moins que les obstacles demeurent. La situation des jeunes au cours de ces décennies, la situation familiale au cours de ces jeunes va être davantage marquée par le fait de vivre dans ce qu'on appelle communément les familles monoparentales. Voilà. Avec souvent comme responsables des familles les femmes, exerçant souvent des temps partiels, donc avec des revenus limités. Du côté de l'aide sociale à l'enfance, la jeunesse est marquée par 2 points essentiels. On résume. C'est d'abord la mise en avant des travailleurs sociaux de ce qui est, on appelait les situations, les enjeux cliniques. La situation des jeunes, pour les différentes raisons qu'on vient d'évoquer, se complique. Donc, du coup, il y a les enjeux en termes de clinique, la complexité clinique et sociale de ces jeunes est une véritable préoccupation majeure des travailleurs sociaux. La deuxième chose, c'est celle des jeunes accueillis dans les services sociaux et qui doivent partir à l'approche de la majorité. Ce qu'on appelle d'un terme, moi, qui me met un peu en colère, les fameuses sorties sèches. Bon, voilà, c'est-à-dire à l'âge de 18 ans, le plus souvent, s'il n'y a pas un contrat de jeune majeur qui a été négocié avec les services départementaux, des jeunes majeurs se retrouvent, en effet, à la rue. Donc, c'est 2, effectivement, voilà. Dernier point, c'est les situations relatives aux violences urbaines. Elles n'ont pas commencé, bien évidemment, dans ces années-là. David Niget en parlera. Les premières ont commencé à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise, en 79. Elles se poursuivent avec une accentuation et aussi avec des figures de jeunes de plus en plus jeunes. Mais elles s'expriment, mais ces violences vont davantage s'exprimer par des actes d'incivilité, de délit, de dégradation des équipements publics. On va parler de plus en plus de cette notion de bande ou d'émeute, des jeunes désœuvrés, où la question des repères et de l'autorité familiale est souvent mise en avant. Et bien évidemment, en arrière-plan, cette figure des jeunes violents de banlieue est renvoyée, bien évidemment, au statut d'étrangers ou de descendants de parents immigrés. Avec, on le verra tout à l'heure, aussi une évolution dans la représentation de ces jeunes liée aux enjeux de la laïcité et des valeurs républicaines, dont David Niget parlera aussi tout à l'heure. Et en arrière-fond, j'ai dit quelque chose non. Et bien évidemment, la question de la radicalité amenant certains jeunes à des actes terroristes. Dernier point, c'est que face à ces images négatives, les pouvoirs publics vont mettre en avant des images positives en faisant des jeunes des ressources, en faisant appel à leur sens du civisme, de la responsabilité par toute une série de programmes liés à la citoyenneté, liés au service militaire, au service militaire unique, qui ne produit pas des effets si positifs que ça. Voilà. Deuxième partie, c'est celle, je regarde si je suis lent, vous me le dites,
Donc, ce deuxième partie, c'est celle relative donc, à la catégorisation de la jeunesse dans l'action publique. Cette catégorisation va avoir, je dirais, un arrière-fond commun qui est celui de la notion de vulnérabilité, qui n'est pas vieille, mais qui réapparaît dans les années 90 parce qu'elle aura cet avantage de se vouloir transversale aux différents risques de quelque nature que ce soit que peuvent rencontrer les personnes accueillies dans les services sociaux au travers de leur parcours de vie. Ça, c'est une donnée assez importante. Elle a aussi ceci d'intéressant, c'est qu'elle apparaît plus opérationnelle pour les pouvoirs publics et pour les travailleurs sociaux, et qu'elle désigne davantage, je dirais, elle se centre davantage sur les dynamiques individuelles en construction plutôt que sur les causes. Mais là aussi, c'est une manière, je dirais, un peu de mettre de côté les enjeux politiques liés à cette vulnérabilité. Donc, en arrière-fond de cette vulnérabilité, un certain nombre donc, de catégories de la jeunesse vont être rendues visibles et lisibles. La première, il n'y a pas d'ordre de classement, hein, c'est les jeunes en situation du net ou les invisibles. Hein, c'est-à-dire ceux qui sont en dehors d'une scolarité, d'une formation et de l'emploi. Ce terme a été traduit effectivement la situation de jeunes sans formation, sans emploi et sans scolarité, terme qui est venu des politiques publiques européennes. Je vais très vite voilà. Ensuite, ce sont les incasables. Ce sont des jeunes qui se caractérisent par le fait que les différentes modalités de prise en charge ne fonctionnent pas et que leur parcours dans les différentes institutions sont voués à l'échec. Certains travailleurs sociaux. Alors ça, c'est un terme qui a été remis en avant par la protection judiciaire de la jeunesse hein, dans les années 90 hein, et qui a contribué à un rapport que vous voyez là qui s'appelle les mineurs dits incasables. Toutefois, certains travailleurs sociaux, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé associatif, préfèrent plutôt parler de situations complexes, hein, plutôt que de renvoyer effectivement à des entités comme ça, mais plutôt à des situations. Alors, situation complexe peut se différencier par rapport aux des incapables parce qu'il peut y avoir effectivement des situations très compliquées à l'intérieur des institutions sociales et médico-sociales, mais qui pour autant fait maintenir la présence de l'enfant ou du jeune dans ces institutions. Les incasables, c'est un peu plus compliqué. La jeunesse délinquante va connaître aussi une évolution. Hein, non plus seulement parce que les jeunes délinquants sont de plus en plus jeunes, sont plus marqués par des actes un peu plus violents, mais ce qui va se développer des années 90 jusqu'à aujourd'hui, cette délinquance, elle est marquée par une activité dans les quartiers, dans les cités, par une activité invisible, souterraine, c'est souvent le mot business, terme péjoratif qui est employé, c'est aussi les incivilités dans la relation à la délinquance, et enfin, c'est aussi ce développement des atteintes aux équipements publics, en particulier lors des émeutes. Dans ces années-là, de ce fait, la jeunesse est rattachée au débat sur l'insécurité, aux zones de non-droit, à l'échec du traitement de la délinquance, aux dérives mafieuses, je reprends le terme, c'est pas le mien, mafieuses et communautaristes, des groupes, des jeunes des quartiers, dits sensibles. Cependant, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, de la délinquance des mineurs sur ces 30 ans n'a pas évolué de manière significative. Mais là, je parle sous le contrôle de nos amis historiens qui sont dans la salle, qui peuvent me corriger. Pas plus que le taux de récidive qui lui demeure aussi relativement faible. Pour autant, la délinquance des mineurs sera utilisée comme une arme argumentative, notamment dans les médias, comme une réalité qui s'impose, et les faits divers vont être instrumentalisés comme des faits de société.
Ça, c'est une donnée extrêmement importante. Donc, dans ce contexte de recentrage sécuritaire, eh bien, nous assistons à un retour au modèle répressif qui s'est construit autour des publics, des doctrines sécuritaires, la fameuse tolérance zéro, expérimentée à New York dans les années 90. Voilà. Dès lors, la misère sociale n'est plus une excuse, pour reprendre le terme de Manuel Valls, à l'époque ministre de l'Intérieur, donc Premier ministre, je crois. Et la justice pénale va se recentrer sur la responsabilité pénale et les mesures d'enfermement, ce à quoi on assiste de Jean-Pierre Chevènement jusque Dati, mais en passant par Dominique Perben, mais j'oublie certainement. Hein. C'est-à-dire, révision des principes judiciaires en direction des mineurs, notamment avec la reformulation par la loi du principe de responsabilité, durcissement des sanctions pénales pour les 13-16 ans et diversification des structures de placement, voire d'enfermement dits durs. On assiste donc à l'émergence, durant ces années, de centres éducatifs renforcés en 1996, des centres éducatifs fermés et des établissements pénitentiaires pour les mineurs en 2002. Elle arrive. Donc, dans cette période-là, donc cette figure, aux caractéristiques de cette figure de délinquant vont venir s'ajouter d'autres caractéristiques, à commencer donc, j'arrive donc par les sauvageons. On peut la montrer. Allez-y. Donc, si la régie peut avoir l'amabilité de lancer la vidéo. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir les propos de Jean-Pierre Chevènement. Quelque temps après, Jean-Pierre Chevènement, on donnera une précision sur la définition du sauvageon. Il dira que ce sont des arbres non greffés. Voilà. Donc, sauvageon, qui n'est pas un terme nouveau, nos amis historiens nous éclaireront davantage, bien évidemment, sur l'histoire de ce terme, désigne effectivement des jeunes pour qui les acquis fondamentaux sur le plan intellectuel, affectif et social n'ont pas été acquis et dont les interdits fondamentaux n'ont pas été intégrés. Voilà. Alors, je m'attarde un peu sur ce terme parce que Jean-Pierre Chevènement n'est pas le seul, effectivement, à utiliser ce terme. En octobre 2016, Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, avait également utilisé ce terme de sauvageant pour qualifier les auteurs de l'attaque au cocktail Molotov contre des policiers de Vitry-Châtillon. Voilà ce qu'il disait. Une bande de sauvageants qui ont agi avec lâcheté, et il précise, dans sauvageant, il y a sauvage. Il a ensuite décrit l'agression comme une véritable attaque barbare, sauvage, qui était destinée à tuer. Bernard Cazeneuve, 4 ans après, regrettera ses propos. Ensauvagement, c'est le terme qui est en permanence repris par l'extrême droite. Dans un de ses colloques organisés en décembre 2018, qui s'intitule « De la délinquance à l'ensauvagement ». Et ensuite, il est repris par certaines figures du mouvement Les Républicains, que ce soit Éric Ciotti, et puis, dernièrement, par Bruno Retailleau, qui, lors des émeutes de juillet 2023, évoquait la régression vers les origines ethniques. Gérald Darmanin également, en 2020, il considère que la crise de l'autorité que connaît une partie de la jeunesse, et il appelait donc à stopper l'ensauvagement d'une certaine partie de la société, et avec cette fameuse phrase, « Ma mère, mon boulanger,
comprennent ensauvagement. Voilà. Je ne suis pas sûr que frapper à mort un homme à terre soit un acte de civilisation très avancé. Voilà, hein, c'est l'opposition permanente entre civilisation et barbarie. Oublions par là que, qu'on le veuille ou non, la barbarie, qu'on le veuille ou non, c'est aussi une part maudite de l'humanité. Hein, voilà. Autre terme, c'est racaille. Là aussi, les historiens pourront revenir de manière plus claire. Ce n'est pas un terme nouveau, mais qui a été réutilisé, hein, là aussi, à la veille des émeutes de 2005 par Sarkozy, avec cette fameuse visite dans un quartier dit populaire. La régie, si elle veut bien envoyer la vidéo Sarkozy. Voilà, donc racaille, terme collectif pour désigner des individus qui sont un peu le rebut de la société, qui défient la loi et qui imposent aussi, hein, dans certains espaces, leurs propres lois. Autre catégorie, hein, comme production figure sociale, c'est les jeunes des cités. Alors, jeunes des cités, jeunes des banlieues, voilà. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, je dirais que tout simplement, dans ces années-là, c'est la question effectivement religieuse qui apparaît avec tous les enjeux de la laïcité, avec ses dérives, le laïcisme, et ce qui est appelé, en tout cas, moi je reprends ce terme à Olivier Roy, que je préfère à celui de Gilles Kepel, qui est l'islamisation de la radicalité, c'est-à-dire bon, des personnes qui vont donc se saisir de la religion comme une tentative d'entrer dans une forme d'opposition qui ont abouti effectivement aux drames et aux actes terroristiques que nous connaissons, notamment hein, depuis 2012. Je cite quand même pour mémoire les attentats perpétrés par Mohamed Merah à Toulouse et à Montauban. En 2015, bien évidemment, les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'hypercachère de la porte de Vincennes, l'assassinat des enseignants Samuel Paty et de Dominique Bernard, et ainsi de suite. Voilà. Donc du coup, ça aboutit effectivement à la construction de ces figures de la radicalité qui a donné lieu à des problèmes de déradicalisation hein, de la part des politiques publiques et auxquels souvent les travailleurs sociaux ont contribué du côté en particulier de la prévention spécialisée. La question de la laïcité a démarré publiquement sur l'espace public en 89 avec l'histoire donc des jeunes filles du lycée de Creil en 89. Nous allons voir la vidéo assez représentative de cette question à l'époque. Si la régie veut bien envoyer la dernière vidéo. Donc ça vous rappelle certainement un certain nombre de souvenirs. Je vais aller très vite, parce que j'ai beaucoup pris de temps de parole. D'autres figures sociales vont apparaître également dans ces années-là, liées au mouvement migratoire. Là, je vais aller très vite, quitte à y revenir lors de l'échange. C'est les mineurs étrangers isolés, qui ensuite ont été appelés dans le cadre des politiques urbaines les mineurs non accompagnés. Alors, isolés ou non accompagnés, ça veut tout simplement dire l'absence sur le territoire national de représentants légaux, hein, et pour lesquels la question de la protection se pose. Mais là, une des difficultés des mineurs étrangers isolés ou des mineurs non accompagnés, c'est le croisement ou l'articulation entre la nécessité de la protection et les enjeux liés migratoires. Donc il y a eu toute une série de débats à l'époque. Ensuite, c'est la question des jeunes Roms.
hein, qui, avec l'éclatement du bloc soviétique, des ex-républiques populaires, comme on disait à l'époque, la question aussi de l'évolution de la circulation en Europe et de l'intégration de la Bulgarie, de la Roumanie dans l'Union européenne ont permis un mouvement migratoire vers la France, d'où une présence plus conséquente de mineurs sur le territoire national. Les jeunes Roms sont vraiment une catégorie de la population jeune les plus discriminées et à la guerre desquelles il y a vraiment une violence verbale extrêmement importante. Les travailleurs sociaux, là aussi, ont ouvert des brèches dans les modalités d'accompagnement, notamment sur la question scolaire, sur l'insertion. J'allais très vite. Je vais juste terminer par une chose pour dire que, voilà, le dernier point avant de céder la parole à Martine. Si le travail social a plutôt été le vecteur ou l'accompagnement de ces représentations sociales, une des raisons aussi, c'est qu'il a subi une transformation assez importante à mes yeux. À partir des années 2000, toute la réorganisation, toute la culture du travail social va se trouver modifiée à partir notamment de la loi de 2002, qui, elle aussi, ça c'est mon hypothèse, issue, pour moi, de la LOLF, la loi organique, loi de finances, qui ont pour principe, je veux dire, de revoir les modalités de financement de l'action des politiques publiques sur des logiques de mission alignées ensuite sur la question de programme et d'évaluation. En arrière, la LOLF est donc prise et voit le jour, ainsi que la révision générale des politiques publiques qui vont transformer de l'intérieur les services de l'État entre 1997 et 2001, mais ne seront appliquées pour l'une, la LOLF, en 2006 et l'autre en 2007. Pour autant, la loi de 2002, la loi de 2005 et ensuite la loi de 2009 sur la loi HPTS portent profondément la marque de ces lois. C'est-à-dire en faisant évoluer, je terminerai ensuite là-dessus, le modèle de l'État social vers le modèle de l'État social actif, qui va s'appuyer sur les analyses de l'OCDE sur le plan économique et appuyer sur les thèses idéologiques de la troisième voie, dont une des figures emblématiques est Tony Blair, critique de l'État social, critique bien sûr du travail social, hein, activation et investissement permettant d'accentuer, je dirais, la notion de responsabilité, de pouvoir d'agir, le empowerment, etc., pour signifier qu'on ne peut plus rien attendre d'une certaine manière de l'État. Ce qui ne veut pas dire que pour autant l'État s'efface. L'État ne s'efface pas, il remplit un autre rôle davantage au service de l'économie. Et vont se mettre en place un ensemble d'instruments qui vont complètement transformer les modalités pratiques du travail social. Le statut de l'usager, qui apparaît comme une figure emblématique des politiques publiques, l'usager à qui on donne des droits. La loi de 2002 comprend 84 articles. Sur les 84 articles, il n'y en a que 8 concernant les droits des usagers. Le mot n'est pas utilisé dans cette loi. Tout le reste, ce sont des textes qui vont modifier complètement l'organisation et la politique générale du travail social, avec les groupements de coopération, l'évaluation, le décret sur le financier, etc. Contractualisation, évaluation, indicateurs médico-sociaux, etc. Ça va aboutir à une nouvelle culture et une nouvelle pratique du travail social où l'usager est quelqu'un qui est expert de sa situation, qui a des ressources et donc sur lequel le travail social doit s'appuyer. Bon, voilà, je vais très 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 vite, mais, et ça c'est un point de vue personnel, nous avons assisté à partir de là à une profonde acculturation du travail social. Pour reprendre un petit peu cette idée du livre de Cervantes, Don Quichotte qui se dépouille de ses vieux habits pour en revêtir d'autres, là, avec ces instruments qui modifient la configuration du travail social, on passe de l'idée que le travail social a à voir avec un social qui est
pris par le prisme de la rationalité et de la rationalité, à partir duquel, donc du coup, se voit complètement évacué tout l'imaginaire social des métiers. L'imaginaire social des métiers qui s'appuie sur la capacité créatrice des professionnels. Et ce que je décris pour le travail social, on le retrouve un peu partout, à l'université, dans le secteur hospitalier, dans l'éducation, etc. Alors, ça veut dire et donc d'où le fait, effectivement, de renouer avec cette capacité créatrice, l'imaginaire social, le geste professionnel, le geste du métier, qui justement permettra d'une certaine manière d'ouvrir des espaces de créativité. Voilà, en guise de liaison, pour donner la parole à Martine. Pardonnez-moi, j'étais un peu long. Merci de votre écoute.